Africaines, Africains, soyez salués. Nous sommes le vendredi 2 mai 2025. Il est bientôt 21h40 en heure de France. Quand je prends la parole dans cet oratoire de Normandie pour aborder un thème délicat sous la forme d'une question qui a été soulevée. La prolongation du séjour à la tête des États du Burkina Faso, du Mali, du Niger, des présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou Abdourahmane Tiani, est-elle une atteinte à la souveraineté des peuples de ces pays frères du Sahel? C'est une question qui mérite d'être posée. Et je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi la question mérite d'être posée. Elle mérite d'être posée parce que dans l'opinion, il y a une espèce de confusion que la presse néocolonialiste française et occidentale veut entretenir entre les dictatures dirigées par les valets de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme français et de l'impérialisme moyen-oriental, et d'autre part, les régimes populaires, révolutionnaires et progressistes, attachés à poursuivre et concrétiser l'œuvre de l'émancipation de l'homme africain. La presse néocolonialiste française et impérialiste occidentale veut assimiler le leadership révolutionnaire populaire africain, le leadership progressiste africain, avec les pires dictatures du continent qui, précisément, ont été imposées aux peuples africains avec la complicité des grandes puissances négrières, coloniales, impérialistes et néocoloniales, occidentales et moyen-orientales. Donc, la question que je soumets ce soir à votre intelligence est une question extrêmement importante et difficile. Parce que nous sommes dans un temps où la confusion règne dans plusieurs esprits. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, à l'intérieur même du bloc progressiste, populaire, révolutionnaire, du bloc panafricaniste auquel nous appartenons, j'ai observé une certaine fébrilité, comme une espèce de peur panique, comme parfois même chez certains une certaine honte, qui se traduit par le refus du débat, le refus de la discussion, la peur d'être pris en défaut par des adversaires qui apparemment auraient des arguments pour prouver que nos dirigeants à la tête du Mali, du Burkina Faso ou du Niger seraient devenus des dictateurs comme le sont Paul Biya du Cameroun, Alassane Dramane Ouattara, eh bien à la tête de la Côte d'Ivoire, Faure Gnassingbé à la tête du Togo, ou Sassou Nguesso, par exemple, à la tête eh bien, du Congo-Brazzaville. Donc, ça c'est la deuxième raison. J'ai senti un malaise. Ce malaise se traduit par le fait que certains d'entre nous refusent d'argumenter, refusent de discuter. De peur d'être pris en défaut par les défenseurs de la soi-disant démocratie d'inspiration occidentale, des soi-disant droits de l'homme d'inspiration occidentale, des soi-disant injonctions eh bien, du Nord à ce qu'on appelle le Sud global en matière d'organisation de l'ordre politique. Donc, j'interviens sur cette question ce soir pour redonner force et vigueur à l'intelligentsia, aux militants et aux activistes de la révolution populaire progressiste panafricaine, afin qu'ils n'aient pas peur du débat et qu'ils montent à l'assaut sur tous les plateaux nécessaires pour démontrer la légitimité, la légalité de la procédure par laquelle nos dirigeants au Burkina Faso, au Mali ou au Niger sont eh bien prolongés par la volonté de leur peuple. J'appelle les Africaines et les Africains engagés dans la révolution panafricaine à ne pas fuir le débat. Ce qui a fait notre force dans la séquence qui va globalement de 2020 jusqu'à maintenant, c'est que nous avons gagné la bataille des idées. Ce n'est pas parce que nous avons désormais des dirigeants qui sont en train de bien tenir les rênes du pouvoir dans 3 pays essentiels à notre révolution que nous allons fuir le débat pour commencer à adopter des postures de pouvoir.
Je vais expliquer. C'est quoi les postures de pouvoir? Comme nous avons des leaders qui sont au pouvoir, nous renonçons à discuter. Nous nous contentons de marteler. On a décidé comme ça, c'est bien où il n'y a pas de débat. Tous ceux qui, dans le bloc révolutionnaire, progressiste, panafricaniste et populaire, répondent sur les réseaux sociaux par « on a décidé comme ça, c'est fini, il n'y a pas de débat », ils sont en train d'affaiblir notre cause. Nous voulons des gens qui savent pourquoi on a décidé comme ça, des gens qui sont capables d'argumenter, d'expliquer, des gens qui sont capables de répondre aux objections des adversaires. Car la victoire de l'Afrique n'est pas simplement une victoire de la force physique. C'est une victoire de la force spirituelle. Ça doit être une victoire de l'esprit en même temps qu'une victoire de la matière. Quand? Parce que au Mali, au Burkina Faso, au Niger, nous tenons le bon bout. Quand nous baissons l'accélérateur dans la capacité d'argumentation et de démonstration, en réalité, nous affaiblissons nous-mêmes. Donc, la deuxième raison qui m'a amené à intervenir sur ce thème, c'est que j'ai vu que certains de nos compagnons sont un peu fragiles sur cette question et se sont mis à utiliser ce que j'appelle des arguments d'autorité. Alors qu'on n'a pas besoin d'arguments d'autorité. On peut démontrer de manière rationnelle, raisonnable et historique que les décisions qui ont été prises au Burkina Faso, au Mali et au Niger sont les plus raisonnables possibles pour ces peuples. Et nous avons les arguments pour cela. Les Africains ne m'appellent pas par hasard le docteur des preuves. Et je n'ai pas créé l'Institut de l'Afrique des libertés pour que nous soyons à court d'arguments. Et que nous aussi, nous commencions à faire comme les partisans des dictateurs qui disent « c'est comme ça de toutes les façons. Ça a toujours été comme ça ne sera pas autrement. » Non, nous, on ne dit pas comme ça. Nous, on est capable de dire 24 heures sur 24 pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça doit être comme ça. Et de démontrer que la manière dont cela était avant n'est pas bonne. Ce que c'est maintenant, c'est mieux que ce que c'était avant. Et nous avons les preuves. Il y a une troisième raison pour laquelle j'aborde cette question. J'aborde cette question parce que nos dirigeants dans toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique panafricaniste révolutionnaire ou l'Afrique néocolonisée, réactionnaire, nos dirigeants et notre opinion, d'ailleurs toute notre collectivité africaine, eh bien tout ce monde-là est encore dominé par l'idéologie démocratique. Et c'est vrai que cela veut dire que nous autres intellectuels, philosophes politiques, juristes, politologues, anthropologues politiques, sociologues politiques, historiens politiques, nous avons un travail urgent à faire pour délivrer l'opinion africaine de la référence systématique aux concepts élaborés dans l'expérience politique occidentale. Les concepts de démocratie, les concepts de bonne gouvernance, les concepts de droits de l'homme, qui sont en réalité une camisole idéologique permettant le contrôle mental des élites et des populations africaines. Et cette espèce de situation d'inquisition permanente dans laquelle l'Afrique politique est soumise par l'Occident. Que ce soit dans les relations internationales, dans les institutions internationales, ça va même jusque dans le discours de la coopération économique. Puisque des motifs politiques sont avancés par les partenaires occidentaux pour conditionner les relations politiques avec l'Afrique. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai pensé qu'il fallait que ce soir, je m'adonne à un exercice que vous aimez, pensez à haute voix devant vous et produisez des arguments. Je ne prétends pas, en effet, avoir la science infuse, ni être capable de produire tous les arguments possibles. Mais ceux que je vais donner sont ceux qui sont éprouvés et qu'aucun de nos adversaires ne peut renverser. Voilà pourquoi cette conférence est elle-même marquée sous le signe de l'expression Bassa Bantou Tilana. Écrivez ça. Tilana, écrivez ça. Bon. Voilà les raisons pour lesquelles je me penche sur ce sujet. Est-ce que la prolongation des mandats des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger est une atteinte à la souveraineté de ces peuples? Je commence par examiner l'hypothèse qui est défendue par les puissances néocolonialistes, qui est défendue par les puissances impérialistes, les puissances négrières, celles qui prétendent vouloir du bien
aux Africains après leur avoir fait du mal pendant 600 ans. Ce qui est, d'un point de vue historique, un motif suffisant pour ne pas croire en leur bonne volonté, pour ne pas croire en leur soi-disant bienveillance. Une bienveillance qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'amour que la corde a pour le pendu. Vous avez déjà vu comment la corde pend le pendu? C'est avec beaucoup d'amour. C'est ainsi que les anciennes puissances négrières coloniales, les puissances néocolonialistes et impérialistes aiment l'Afrique, comme la corde aime le pendu. Donc, nous allons commencer l'analyse en tenant compte de leurs arguments. Les arguments des néocolonialistes, des impérialistes et de leurs valets locaux en Afrique sont que le fait que le président Goïta, le président Tiani et le président Ibrahim Traoré voient leur mandat prolongé par les assises populaires de leurs pays respectifs, que ça c'est une violation de la démocratie. Ainsi, selon la propagande néocolonialiste, impérialiste, occidentale, il faudrait que dans tous les pays du monde, les dirigeants soient librement choisis par la population dans le cadre d'un processus électoral de one man, one vote. Donc, je vais prendre leur argument et montrer que l'argument est faux. Alors, pour montrer que ce premier argument est faux, nous allons essayer de savoir, eh bien, qu'est-ce que ceux qui nous donnent cette leçon pensent de ceci. Je vais simplement citer quelques familles monarchiques. Qu'est-ce qu'ils pensent de ceci? Je vais donner une petite liste de familles monarchiques. Bon. Qui est le chef de l'État du Royaume-Uni? Écrivons ensemble. Qui est le chef de l'État du Royaume-Uni? C'est le roi Charles d'Angleterre. N'est-ce pas? C'est lui qui est le chef de l'État. Est-ce qu'il a été élu? Est-ce qu'il a été élu avec un mandat? Qui est le chef de l'État de la Norvège? C'est le roi de Norvège. Est-ce qu'il a été élu? Est-ce que le peuple lui a donné mandat pour gouverner la Norvège, pour être le chef de l'État de la Norvège? Qui est le chef de l'État de la Suède? C'est un roi ou une reine à chaque fois. Est-ce que ce roi, cette reine ont été élus? Est-ce que le peuple suédois leur a donné mandat? Qui est le chef de l'État du Danemark? C'est un roi ou tantôt une reine. Ont-ils été élus? Ce sont des pays de l'Union européenne. Hein? Qui est le chef de l'État des Pays-Bas? C'est un roi ou une reine. A-t-il été élu? Qui est le chef de l'État de la Belgique? C'est un roi. Est-ce qu'il a été élu? Qui est le chef de l'État du Luxembourg? C'est un duc. Est-ce qu'il a été élu? Qui est le chef de l'État de la principauté de Monaco? C'est un prince, c'est un roi. Est-ce qu'il a été élu? Qui est le chef de l'État du Liechtenstein? C'est un prince, c'est un roi. Est-ce qu'il a été élu? Qui est le chef de l'État de l'Espagne? C'est un roi. Est-ce qu'il a été élu? Voilà quelques exemples de pays européens à la tête desquels il y a des individus qui n'ont jamais été élus. Ils sont là en vertu du droit du sang. Donc si la presse néocolonialiste française et impérialiste occidentale veut donner des leçons en matière de choix des dirigeants aux peuples africains, il faudrait d'abord qu'elle se penche sur les 12 monarchies dont l'Europe ne s'est pas débarrassée. Qu'elle se penche sur cette hypocrisie qui consiste à appeler monarchie constitutionnelle l'Espagne, monarchie constitutionnelle la Grande-Bretagne. Derrière l'expression monarchie constitutionnelle, on veut noyer le fait que le roi n'est pas élu. Donc, les 12 monarchies européennes sont la preuve que l'élection, même en Europe, n'est pas nécessairement la condition pour devenir chef de l'État. Je vous pose la question, hein, est-ce que quelqu'un peut vous contredire sur cet argument? Écoutez, vous êtes maintenant plusieurs milliers de personnes en direct de cette émission. Vous me dites, hein, est-ce que quelqu'un peut se tenir devant les Africains et dire, bon, il y a tel dirigeant, il n'a pas été élu chez vous, et nous demandons qu'il soit dégommé parce qu'il n'a pas été élu. Bon, l'Occident a 12 monarchies. D'accord? Maintenant, allons plus loin. Dans l'histoire de la démocratie occidentale, il fut un temps où ce n'est pas par l'élection
que les dirigeants étaient choisis. Vous savez comment étaient choisis les dirigeants dans la première démocratie athénienne, en Grèce, sous Périclès, sous les Solons? Vous savez comment étaient choisis les dirigeants? Par tirage au sort. Tirage au sort. On prenait le nom de chacun des citoyens. Les femmes et les esclaves étaient exclus, d'ailleurs, de l'exercice du pouvoir. On prenait le nom de chacun des citoyens en âge d'assurer des fonctions de magistrat. On le mettait dans une urne qui s'appelait la boulet. Et on tirait au hasard le nom de ceux qui seraient magistrats pour le mandat à venir. Les dirigeants dans la démocratie directe de la Grèce antique étaient choisis au tirage au sort. Alors on peut poser la question, très sérieusement. Est-ce qu'actuellement, là, les dirigeants français, allemands, britanniques, belges, hollandais, danois, suédois, italiens, portugais, espagnols, ils sont choisis au tirage au sort? Je vous donne une troisième information que vous pouvez vérifier. Lorsqu'il a fallu fonder la République française, les penseurs français qui ont contribué à la fondation de la République française ont voulu fonder une république qui ne soit pas démocratique. Ils voulaient tout sauf une démocratie. L'un des plus grands penseurs ayant contribué à concevoir la République, c'est-à-dire la fin de la monarchie française, il s'appelait Jean-Baptiste Sieyès. Jean-Baptiste Sieyès. S-I-E-Y-E-S. Jean-Baptiste Sieyès dit clairement qu'il est question, en fondant la République française, de ne surtout pas permettre à la démocratie d'y régner. Parce que si la démocratie venait à y régner, des populations sous-éduquées, des populations non instruites, des populations en fait qui ne sont pas suffisamment préparées à l'exercice des affaires de l'État pourraient accéder à l'exercice du pouvoir pour le malheur de la collectivité. Donc Sieyès précise très clairement dans ses écrits qu'il n'est surtout pas question que la République française soit une démocratie. Il y a un professeur de philosophie politique et de sciences politiques très reconnu en France et aux États-Unis qui s'appelle Bernard Manin. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les principes du gouvernement représentatif ». Il a bien montré que ce qu'on appelle actuellement démocratie ici en Occident ne mérite pas ce nom. On devrait parler de régime représentatif. Parce que la démocratie telle que les Grecs de l'Antiquité l'entendaient n'a rien à voir avec le système qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, en Grande-Bretagne. En tout cas, pas grand-chose à voir avec le système qu'on voit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, bref, globalement en Europe. D'accord? Ok. Maintenant, je vous donne une troisième remarque. C'est une troisième preuve qu'on ne peut pas opposer le concept de démocratie aux Africains. Les pays qui composent l'alliance militaro-politique de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et les pays de l'Union européenne, tous ces pays-là, j'espère que vous savez qu'ils sont en lien d'alliance privilégiée avec les monarchies pétrolières du Moyen-Orient. Quelles sont les monarchies pétrolières du Moyen-Orient dont je parle? Je parle en particulier de celles-ci, je vais les citer. J'ai aussi sorti une carte de ces monarchies pour que nul n'en ignore. Voilà. Citons les monarchies du Moyen-Orient. Le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman, l'Arabie saoudite. Tous ces pays qui sont des alliés de premier plan de l'OTAN, tous ces pays qui sont intimement liés à la stratégie économique de l'influence américaine, ces pays-là, est-ce que ce sont des pays qui pratiquent même l'ombre du système démocratique? Je veux dire, hein, est-ce que l'Arabie saoudite est une démocratie? Est-ce que le Koweït est une démocratie? Est-ce que le Bahreïn est une démocratie? Est-ce que le Qatar est une démocratie? Est-ce que le Sultanat d'Oman est une démocratie? Est-ce que les Émirats arabes unis sont une démocratie? Bon, si ce n'est pas le cas, comment expliquer que les pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, viennent mettre la pression sur les Africains à propos de leur soi-disant démocratie, alors que leurs alliés les plus intimes, avec lesquels ils partagent les ressources pétrolières faramineuses du Moyen-Orient, ne veulent même pas en entendre parler, n'ont même pas daigné accepter l'égalité homme-femme.
l'émancipation sociale des femmes, l'accès des femmes à toutes sortes de fonctions. Ils n'ont même pas été capables d'accepter le principe de l'égalité des sexes. Comment peut-on comprendre qu'une coalition occidentale qui est associée à des royaumes, à des monarchies, à des sultanats ultra-conservateurs, antidémocratiques, très violents sur le terrain des libertés publiques, comment on peut comprendre que l'Alliance occidentale, qui a les monarchies que je viens de citer, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, comment on peut comprendre que ces gens-là traversent la Méditerranée pour venir conditionner l'aide africaine au développement à leurs critères de démocratie, de bonne gouvernance, de droits de l'homme, à leurs critères de promotion de la confusion sexuelle, etc. Comment on peut comprendre ça? Donc vous voyez ce 2 poids 2 mesures dans leur prédication de la démocratie, de la gouvernance et des droits de l'homme. Leurs meilleurs alliés au Moyen-Orient s'en fichent comme de l'an 40. De tous ces principes, ils ne leur mettent pas une pression du tonnerre. Mais, venons maintenant en Afrique. On nous dit que la décision qui a été prise par les peuples nigériens, maliens et burkinabés serait une décision, en fait, qui remet en cause leur propre souveraineté. Bref, que les militaires qui sont au pouvoir dans ces pays se sont imposés au mépris de la souveraineté. Ok. Examinons quelques-uns des pays qui ont été soutenus par les grandes puissances occidentales depuis plusieurs décennies. Des pays dont les dirigeants ont été soutenus dans les pires crimes contre l'humanité, les pires crimes de guerre, dont les dirigeants ont été soutenus dans les coups d'État, dont les dirigeants ont été soutenus dans le viol constitutionnel, la fraude électorale, dont les dirigeants ont été soutenus dans la maltraitance des oppositions, la traque des oppositions, les oppositions vouées au cimetière, à la prison et à l'exil. Prenons ces pays-là. En Afrique centrale, mon Cameroun natal. Mais il a bénéficié, depuis la fondation de la République bananière par la puissance française, il a bénéficié de la couverture de tous les crimes commis par ses dirigeants par la puissance tutélaire française. L'armée française a accompagné la jeune armée camerounaise naissante au début des années 60 dans l'éradication, l'extermination de plus d'1 million de Camerounais. Entre 1945, grosso modo, et 1971. Plus d'1 million de Camerounais ont été massacrés dans le cadre d'une action en complicité entre l'armée française et sa supplétive, l'armée camerounaise. Bon, écoutez, est-ce que l'activité négrière, est-ce que l'activité coloniale, est-ce que les génocides, les crimes de guerre, les crimes de masse, les exterminations et les déportations qui ont été perpétrés sur le continent pendant la colonisation et même après, avec le soutien de plusieurs puissances occidentales, est-ce que cela fait partie de leurs efforts d'introduire la démocratie en Afrique? Prenons le Congo-Brazzaville, un pays dont le pétrole est pillé depuis plusieurs décennies par les multinationales françaises. On a eu des témoignages de ce pillage sous le président Pascal Lissouba. Et même l'ancien directeur général, président-directeur général du groupe ELF, l'ancienne forme du groupe Total, il s'appelait Loïc Le Floch-Prigent. Loïc Le Floch-Prigent a délivré des aveux incroyables sur le pillage des ressources pétrolières du Congo-Brazzaville. Et on sait que c'est pour continuer ce pillage que Denis Sassou Nguesso, le dictateur du Congo-Brazzaville, a bénéficié de l'aide militaire française pour reprendre le pouvoir par la guerre au Congo-Brazzaville. C'est vrai ou c'est faux? Jusqu'aujourd'hui, Paul Biya ne continue-t-il pas à recevoir des lettres de félicitations du président Macron, des présidents français, à l'issue de toutes les mascarades électorales qu'il organise au Cameroun? Oui. Mais comment les mêmes qui supportent les pires dictateurs d'Afrique centrale peuvent venir nous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les décisions que le Mali, le Burkina Faso ou le Niger ont prises? Alors que le président Tchani, le président Traoré et le président Assimi Goïta, on ne peut pas les accuser même du 1 millième de ce que les criminels d'État, Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, Paul Biya au Cameroun, Sassou Nguesso au Congo, par exemple, ont fait. Pourquoi voulez-vous, franchement, qu'on prenne au sérieux le discours de puissance qui ont été les cautions des pires dictatures? Bon, ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Tchad, quels sont ceux qui manipulaient et qui ont continué à manipuler la politique de ces pays?
Pour ce qui est du Tchad, on a un témoignage qu'on ne peut pas oublier. Comment des gens qui ont manipulé la vie politique de nations entières, tripatouillé les constitutions de ces pays, comme on l'a vu au Tchad, comme on le voit en Côte d'Ivoire, où on a soutenu un viol constitutionnel, une fraude électorale. On a soutenu la présidence à vie de Ouattara, aux yeux au vu et au su de tout le monde. Quand au Togo, Faure Gnassingbé a pris le pouvoir à la USAP par coup d'État en 2005 et par la suite s'est mis à modifier la constitution, modifier les conditions électorales pour confisquer le pouvoir, est-ce que la présidence française a cessé de lui adresser des courriers de félicitations après chacune de ses mascarades? Pour ce qui s'est passé au Tchad, n'a-t-on pas vu en 2021, quand il y a eu un coup d'État de celui qui est maintenant le maréchal président du Tchad, il a fait un coup d'État en 2021. Quel est le chef de l'État européen qui s'est déplacé pour venir l'adouber, alors même qu'il venait d'interrompre complètement le fonctionnement de toutes les institutions de son pays? Mais c'est le président français Emmanuel Macron. Les photos sont là, les images sont là. Il est même venu de nuit pour faire cela. Alors, comment on peut mettre la pression sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger au motif que les règles de la démocratie à l'occidentale, qui n'est même pas respectée entièrement en Occident, n'ont pas été respectées au Mali, au Burkina Faso et au Niger, alors qu'on est derrière les pires régimes, les plus grands régimes criminels d'Afrique. Mais qui était derrière le régime de Mobutu? C'est Sissoko Kukumbendu, Ouazabanga, au Zaïre, devenu par la suite République démocratique du Congo. N'est-ce pas la même CIA? N'est-ce pas la même OTAN? N'est-ce pas la même Union européenne? Ne sont-ce pas les mêmes puissances occidentales? La CIA a déclassifié le document où on voit la somme qui a été payée à Mobutu pour tuer Lumumba. 250 000 $. C'est ce montant que la CIA a versé à Mobutu Sese Seko pour tuer son frère, Patrice Emery Lumumba. Le document est déclassifié. Normalement, les Mobutistes devraient fermer leur bouche pour toujours. Leur chef est un scélérat absolu. Il a pris de l'argent pour venir tuer son frère. Même Judas Iscariote n'avait pas pris autant d'argent. Donc, je suis toujours là en train de montrer l'illégitimité, l'absence de crédibilité d'une critique contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger au nom de la démocratie. Mais qui représente la démocratie? Des gens qui n'ont pas fini de démocratiser leur monarchie en Europe? Des gens qui sont alliés des monarchies obscurantistes du Moyen-Orient? Des gens qui sont les soutiens des pires régimes politiques? Mais qui a soutenu le régime politique de l'apartheid pendant plus de 100 ans en Afrique du Sud? Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Plusieurs pays de l'Union européenne étaient des alliés du régime de l'apartheid. Pendant que des centaines de milliers, des millions d'Africains y étaient, eh bien, au fil des décennies, massacrés. Mais comment des puissances qui ont perpétré les plus graves crimes contre l'humanité, les plus graves crimes de guerre, qui ont perpétré les plus graves déportations, exterminations, génocides, comment ces puissances-là peuvent s'aventurer dans le terrain de l'enseignement de la moralité politique internationale, alors même qu'elles n'ont pas accepté de juger, de condamner, de punir et de réparer les crimes qu'elles ont commis? Regardez ce que ces puissances ont commis aux Antilles. Regardez l'état dans lequel se trouve Haïti. Regardez l'état de la Martinique, l'état de la Guadeloupe. Regardez l'état dans lequel se trouve aujourd'hui Mayotte. Regardez l'état de la Kanaki, qu'on appelle la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie. Regardez l'état de l'île de la Réunion. Cette dévastation internationale qui a été produite par ces puissances, dans toutes les contrées du monde, n'a pas fait l'objet du moindre début de processus de judiciarisation, de condamnation, de réparation. Comment ces mêmes puissances, impunies, impunément impunies, peuvent-elles encore s'arroger le droit de venir en Afrique avec l'ambition de dire aux Africains comment doivent être organisées leurs institutions? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Comme le disait il y a très longtemps maintenant le président Guillaume Soro,
Trop est toujours trop. Le président Gbagbo l'a reformulé à sa façon ces dernières semaines. Trop, c'est trop. Bon. Donc, en fait, quand on prend le thème démocratique et qu'on évalue les pratiques de l'Occident, en Occident, les pratiques de l'Occident au Moyen-Orient, les pratiques de l'Occident en Afrique, et puis sur tous les continents, qui sont par définition des pratiques antidémocratiques. On ne peut pas comprendre que des puissances occidentales et leurs médias veuillent donner des leçons de démocratie au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Par conséquent, et j'évolue dans ma réflexion, mais ce n'est pas ce qu'on pense en France, ce qu'on pense en Europe, ce qu'on pense aux États-Unis, hein, un peu comme M. Langlais, ce n'est pas ce qu'on pense, je ne sais pas, en Asie, qui détermine ce qu'on doit penser en Afrique. La vraie question qui doit se poser, c'est est-ce que les décisions qui ont été prises par les peuples et les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont, du point de vue des peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de bonnes décisions. Et ça m'amène à la deuxième partie de ma démonstration. La politique africaine ne doit pas être évaluée de l'extérieur. On ne doit pas évaluer la politique africaine à partir des critères de la politique européenne, américaine, asiatique. Non. La politique africaine doit être évaluée par les critères critiques élaborés par les Africains eux-mêmes. L'Afrique a une civilisation politique plus ancienne que l'Europe, plus ancienne que l'Amérique, plus ancienne que l'Asie, car l'Afrique est la première civilisation de l'humanité. Et le concept majeur de la pensée politique africaine, c'est le concept de Mahat. Vérité, justice, solidarité. Nous avons dans ces trois notions, qui sont des poteaux-mitants de l'ordre humain, nous avons des valeurs qui peuvent nous servir de repères pour examiner et réorganiser nos systèmes, nos institutions politiques, économiques, sociales et culturelles. Nous n'avons pas besoin de la référence à la Révolution française, à la Révolution russe, à la Révolution chinoise, à la Révolution, je ne sais pas, cubaine, à la Révolution bolivarienne, pour penser la Révolution africaine. Certes, la connaissance de toutes ces révolutions est utile à l'enrichissement de l'esprit de ceux qui doivent œuvrer à construire l'Afrique. Mais la racine de la pensée politique africaine est à chercher dans la tradition africaine. Donc, ma démarche dans cette deuxième partie de mon intervention consiste à prendre ces trois valeurs qui sont reconnues, fondamentales dans toutes les sociétés subsahariennes. Chez tous les initiés de la tradition, la recherche de la vérité, la pratique de la justice et la solidarité sont des règles non négociables. Bon, évaluons donc la révolution de l'AES à l'aune du concept de Mahat. Et là, nous nous posons trois questions essentielles. Est-ce que c'est une révolution juste? Est-ce que les décisions qui ont été prises sont justes? Si elles sont justes, pourquoi? Est-ce que les décisions qui ont été prises sont des décisions véridiques? Si elles sont véridiques, sur quelle vérité se font-elles? Est-ce que les décisions qui ont été prises sont de nature à renforcer la solidarité humaine en Afrique? Voilà les trois bonnes questions que le peuple africain, les dirigeants africains doivent se poser, les analystes politiques africains doivent se poser. Donc, commençons par la question de la vérité. Quelle est la vérité dans la situation du Sahel? La vérité, c'est que les dirigeants sahéliens, avant le début de la révolution sahélienne actuelle, mentaient à leur peuple sur la vraie nature de la guerre qui est menée contre l'Afrique. Ils répétaient le storytelling imposé par l'Occident, selon lequel nous, Africains, serions attaqués par des djihadistes qui veulent nous imposer un islam nouveau. L'Occident, à travers ses médias, l'Occident politique, j'entends, a voulu nous imposer l'idée que l'Afrique est victime d'une guerre de conquête religieuse. Nos dirigeants, avant le président Assimi Goïta au Mali, avant le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et avant le président Abdourahmane Tchani, avant le président Abdourahmane Tchani au Niger, répétaient cette dictée de l'Occident. Nous sommes attaqués par des djihadistes. Ce sont des gens qui veulent nous imposer leur islam. Ah, vraiment, on ne va jamais accepter ça. On va résister. Or,
Cette politique mensongère qui a été ourdie par l'OTAN, ses alliés du Moyen-Orient, qui sont les bases arrières des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, cette politique n'est rien d'autre qu'une manière de voiler et de cacher la véritable nature de la déstabilisation que notre continent connaît. Et c'est pour cela que j'ai produit ce livre, qui fait maintenant le tour du monde. Ce livre résume en réalité ce que les dirigeants du Sahel ont découvert. Ce livre résume toutes les preuves que nous ne sommes pas en Afrique attaqués pour des raisons religieuses. Nous ne sommes pas attaqués pour des raisons religieuses. Il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Ce sont des mercenaires, des terroristes, au service des grandes puissances impérialistes et de leurs alliés du Moyen-Orient, qui veulent à tout jamais maintenir la main sur l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, le diamant, le lithium, maintenir la main sur les richesses faramineuses de l'Afrique pour continuer à assurer leur régime de puissance. C'est ce qui a été démontré ici. Toutes les preuves sont là. Je les ai rassemblées dans un ordre impeccable, y compris les dernières preuves données par le nouveau gouvernement américain en janvier et février 2025, lorsque celui-ci a publié les paiements directs du Trésor public américain aux organisations terroristes. Donc, le président Assimi Goïta, le président Tchani, le président Traoré ont révolutionné la politique de leur pays parce qu'ils l'ont basée sur la vérité. Ils ont dit on ne peut pas combattre les terroristes en s'appuyant sur les puissances qui les financent, qui les arment, qui les renseignent et qui les ont créées. À savoir les puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient. On ne peut pas accepter que les puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient soient à l'intérieur de la hiérarchie militaire des pays sahéliens qui sont attaqués par les mercenaires de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient. Car Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations créées par les services américains. C'est officiel. Les États-Unis d'Amérique l'ont officiellement reconnu. La chef actuelle du renseignement américain s'appelle Mme Tulsi Gabbard. Elle l'a dit sous serment, sur la base des documents déclassifiés des États-Unis. D'accord? Et tout le monde sait que les principaux chefs des deux grandes organisations terroristes vivent librement dans les pays du Moyen-Orient et dans leurs alliés du Maghreb, comme l'Algérie. Les chefs d'Al-Qaïda vivent librement au Qatar et en Arabie Saoudite. Les chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique vivent librement en Arabie Saoudite, au Sultanat d'Oman, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Bahreïn et au Koweït. Ils vivent librement là-bas. Ils séjournent même dans des hôtels 5 étoiles. L'un des plus grands chefs terroristes du Moyen-Orient, c'est l'actuel chef de l'État imposé en Syrie par l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient, Israël, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ahmed al-Shara est un chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Il ne s'en cachait pas. D'ailleurs, les États-Unis avaient fait semblant de mettre sa tête à prix. On avait mis, je pense, 10 millions de dollars sur sa tête. Ce monsieur-là. Et après, on l'a sorti comme un lapin d'un chapeau de prestidigitateur pour le mettre à la tête de la Syrie. Et aujourd'hui, on le présente comme un président et chef de l'État. On ne l'appelle même pas chef de junte. Donc, les présidents Goïta, Tchani et Traoré ont bâti la politique du Sahel sur la vérité. Ils combattent les vrais ennemis. À partir de là, quand vous avez à la tête d'un État des gens qui font une politique de vérité, pourquoi vous voulez les changer? Non, je vous pose la question. Si nous avions à la tête de nos pays des dirigeants aussi véridiques que le président Goïta, que le président Tchani, ou que le président Traoré, pourquoi voudriez-vous qu'on les change? Dites-moi exactement. Hein. Vous pensez qu'on doit changer de président parce qu'on doit changer de président? Si nous avions des dirigeants de la trempe d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré ou d'Abdourahmane Tchani à la tête de plusieurs autres pays africains, vous pensez que ce serait le moment de les changer? En vérité, non. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire là est un travail essentiel pour la conquête de la vraie souveraineté, de la paix et de la sécurité durable. On ne va pas les mettre au chômage et prendre le risque, en effet, de devoir recommencer la formation d'un nouveau leadership. Ils doivent continuer à former le leadership et à l'incarner. Donc, si
les assises nationales du Burkina, du Mali, du Niger, leur ont demandé de rester au pouvoir, c'est parce qu'ils ne mentent pas à leur peuple. Si nous demandons à Paul Biya de quitter le pouvoir, à Ouattara de quitter le pouvoir, à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir, si nous demandons à Oligui Nguema de dégager, à Sassou Nguesso de dégager, si nous demandons à Obiang Nguema de partir, c'est parce que ce sont des dirigeants qui mentent. C'est la vérité, ils mentent à leur peuple. Ils ne disent pas la vérité. Ils n'ont pas le courage de la vérité. Et ça, c'est le premier critère qui a poussé les peuples maliens, burkinabés et nigériens à conforter ces leaders. Deuxième critère, la justice. Est-ce que la décision est juste? Est-ce que la décision est juste? Alors, on entend par décision juste une décision dont les conséquences sont positives pour la société. Est-ce que le fait que le président Assimi Goïta continue actuellement de renforcer l'armée malienne avec ses compagnons est en train de reconquérir la quasi-totalité du territoire du Mali, est en train de récupérer les ressources maliennes, comme par exemple l'or qui a été pris entre les mains de Barry Gold? Est-ce que le fait que le président Ibrahim Traoré mène une politique patriotique et souveraine sur les ressources du Burkina, ce qui a permis au Burkina aujourd'hui de fonctionner en budget sécurisé, est-ce que le fait que le président Tiani récupère maintenant des pans entiers de l'économie nigérienne qui avaient été arrachés, volés, pillés par les puissances néocoloniales, est-ce que tout cela est injuste? Ma réponse est, c'est évident qu'il mène une politique juste. Il mène une politique juste. Parce que s'il ne menait pas une politique juste, il n'aurait pas, et ça c'est un troisième argument extrêmement important, la solidarité de leur peuple. Jugeons les présidents Goïta, Tiani et Traoré du point de vue du degré de solidarité qu'il y a entre leur peuple et eux. Mais le peuple malien a montré à plusieurs fois qu'il était derrière le président Assimi Goïta. Souvenez-vous des événements du 14 janvier 2022. Allez regarder les principaux sondages internationaux faits sur place au Mali, notamment par l'indice qu'on appelle le Malimètre. C'est un indice qui est fait par l'institut appelé la Fondation Friedrich Robert Stiftung, qui est basée entre autres au Mali, une fondation allemande. Chaque année, cette fondation fait une enquête impartiale. Ce n'est pas la présidence, ce n'est pas le palais de Koulouba qui fait l'enquête. L'enquête montre que le taux de satisfaction, malgré les difficultés, le taux de satisfaction des Maliens envers leur président est de plus de 90%. À partir de 2022, la Fondation Friedrich Ebert a mené cette enquête qu'on appelle le Malimètre. Elle la présente chaque année. Ce n'est pas le président Assimi Goïta qui fait l'enquête. L'enquête est nationale. Donc, les décisions qui ont été prises lors des assises nationales de la refondation du Mali sont le reflet de la popularité du président Goïta dans le pays. C'est le reflet de cette popularité. Les Maliens veulent qu'il continue à leur rendre leur Mali, leur pays. Passons au président Ibrahim Traoré. Je viens de voir RFI qui est en larmes en disant que Ibrahim Traoré vient de faire une immense opération d'influence planétaire. Opération d'influence. Mais ils n'ont rien compris. En fait, ils pensent peut-être que le président Ibrahim Traoré a pris de l'argent et l'a distribué à toutes les diasporas africaines, en Europe, aux États-Unis, à travers l'Afrique, en France, etc. Ce n'est pas vrai. Il n'a donné de l'argent à personne. La mobilisation du 30 avril au Burkina Faso et hors du Burkina Faso est juste la preuve de la solidarité du peuple africain envers ce leader. C'est l'amour que Traoré nous donne en tant qu'Africains que nous lui avons rendu un temps soit peu, le 30 avril. Et c'est là que vous vérifiez ce qu'on appelle le critère de solidarité. Est-ce que les gens l'aiment? Aujourd'hui, RFI dit, en effet, c'est une immense opération d'influence. C'est-à-dire qu'ils veulent dire que Traoré a manipulé le monde entier pour que le monde entier le soutienne. Bon, rien qu'accuser Traoré d'une opération d'influence planétaire, c'est déjà reconnaître, mensongèrement certes, que Traoré est un leader qui est aimé, apprécié et salué dans son pays et hors de son pays, comme pas beaucoup de leaders avant lui. Avant Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso,
Le leader qui a bénéficié de la même aura s'appelle incontestablement Thomas Isidore Noël Sankara. Personne avant Ibrahim Traoré n'avait bénéficié d'une telle aura. Personne avant Sankara n'avait bénéficié d'une telle aura planétaire. Sankara est le plus célèbre des chefs d'État burkinabés. Et dans l'ordre de célébrité, on doit reconnaître que le second plus célèbre en termes de popularité internationale, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a aucun doute. Sans une longue durée de pouvoir d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre, ils battent des records de popularité difficilement égalés par leurs homologues, dans le pays comme hors du pays. Donc regardez le plébiscite national. Regardez comment les Burkinabés sortent comme un seul homme quand ils apprennent que quelqu'un veut frôler un cheveu de leur leader. Vous avez la preuve de la solidarité. Regardez la mobilisation du peuple burkinabé dans les volontaires de la patrie pour compléter les forces militaires. Voilà les preuves de la solidarité. Regardez comment le peuple burkinabé aime ce monsieur et comment ce monsieur aime son pays. Bon, venons donc au Niger. Mais la solidarité du peuple nigérien envers le président Tchani, on l'a vu quand il a fallu déloger les troupes françaises et américaines du sol nigérien. Tout le monde a vu le peuple nigérien dehors, oui ou non? Vous voulez quel test de solidarité et de soutien entre un peuple et son dirigeant? Ils ne sont pas sortis parce que le président Tchani aurait envoyé de l'argent. Ça ne se passe pas comme au Cameroun, là où Biya fait donner des paquets de billets de 2000 avec des canettes de Fanta ou de bière et des morceaux de chiffon, comme le dirait le président Bédié, à ses militants pour que ceux-ci l'applaudissent. Le président Tchani n'a pas envoyé de l'argent à quelqu'un pour sortir et se mobiliser comme un seul homme, à ses côtés, et bouter hors du sol nigérien, au nom de la devise, la Boussanino Zanchan Kassani. Il n'a pas eu besoin. Le soutien vient à lui. Le soutien vient à lui. L'Afrique a reconnu ce lien d'amour qui le lie à son peuple. Et l'Afrique l'a adopté. Donc il faut que vous voyez très bien que les décisions de prolongation des mandats des présidents Goïta, Traoré et Tchani sont des décisions qui sont frappées du sceau de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains. Ce sont des décisions qui sont frappées du sceau de la Mahat. Écrivez ça. Tilana Yomi. C'est la Mahat. C'est notre norme politico-éthique, sociale, fondamentale qui dit que lorsqu'on a des dirigeants de cette qualité, on leur renouvelle sa confiance. Lorsqu'on a des dirigeants véridiques, des dirigeants justes et des dirigeants solidaires, on leur renouvelle notre confiance. Parce que qu'est-ce qu'on cherche chez un dirigeant? C'est qu'il soit véridique, c'est qu'il soit juste et qu'il soit le défenseur de nos intérêts. N'est-ce pas? Mais quand vous avez ces dirigeants-là, pourquoi vous allez vouloir les changer? Vous souhaitez qu'ils aient longue vie pour rendre le plus beau service à leur peuple et qu'ils aient le temps d'inspirer des dirigeants qui vont poursuivre leur œuvre. Oui ou non? Donc en Afrique, là, dès lors qu'on a un dirigeant qui agit de façon juste, avec ses compagnons, qui agit de façon véridique et qui est solidaire de son peuple, mais il obtient le satisfecit populaire. Et l'élection, dans la tradition africaine, dans la tradition politique africaine, l'élection n'a pas toujours été le mode fondamental de désignation des dirigeants. Quel a été le mode fondamental de désignation des dirigeants? C'est la palabre et le consensus des différentes représentations des corporations de la société. On discute, on cherche un point central, on cherche un consensus, on discute dans le cadre de la palabre africaine, dans le cadre circulaire de la palabre africaine, on discute dans le cadre de l'assise nationale, on discute un peu comme une grande famille qui s'assoit autour de son chef, et on cherche la solution la plus juste pour tous les lignages, pour tous les clans, pour toutes les corporations. Et c'est cette solution qui est suivie. Mais c'est la solution justement de l'arbre à palabre. C'est la solution du consensus. C'est la solution du compromis qui a été choisi au Mali avec le CNT, qui a été choisi au Burkina, grâce au MPSR2, qui a été choisi par le CNSP, justement au Niger, et qui a été appliqué.
les représentants des forces vives les plus essentielles de chacun de ces pays-là ont participé à la discussion sur la solution idoine à adopter afin de préserver les acquis récemment conquis par la Révolution. Donc, quel autre critère voulez-vous pour juger des décisions burkinabées, des décisions maliennes, des décisions nigériennes, si ce ne sont les critères des civilisations sahéliennes, des civilisations africaines que je viens d'évoquer? La vérité, la justice et la solidarité. Bon, maintenant j'en viens à quelque chose qui peut paraître comme un piège, qui nous est tendu à nous tous. Nous nous battons contre des présidents à vie. Ouattara Draman en Côte d'Ivoire, Sassou Nguesso au Congo. Hein? On voit bien que les forts Gnassingbé, même Mahamat Idriss Déby, ils se conçoivent dans leur tête comme des présidents à vie. Hein? Paul Biya, Oligui Nguema qui vient même d'arriver à la tête du Gabon, dans sa tête, il est président à vie. Alors, on pourrait nous faire l'objection suivante. Mais si vous pensez que les présidents Goïta, Tiani et Traoré peuvent bénéficier de prolongement de leur mandat, autant de fois que nécessaire du point de vue de leur peuple. Mais pourquoi vous battez-vous pour qu'il y ait alternance alors en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous battez-vous pour qu'il y ait alternance au Cameroun? Pourquoi vous battez-vous pour qu'il y ait alternance au Tchad, qu'il y ait alternance, je ne sais pas, en Guinée équatoriale ou au Congo-Brazzaville? Pourquoi vous battez-vous? Voici la réponse, écoutez bien. Nous nous battons pour qu'il y ait alternance dans ce pays parce que les dirigeants de ces pays sont des dirigeants anti-africains. Pourquoi? Ils ont une politique de mensonge, ils mentent sur la situation réelle de leur peuple. Deuxièmement, ils ont une politique injuste. Ils ont commis et continuent à commettre des injustices flagrantes. Les dictateurs du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Congo commettent encore, au moment où je parle, des injustices d'une telle flagrance qu'on ne peut pas imaginer que ces gens-là doivent se reproduire à la tête de ces États. Donc, ils sont injustes. Et puis, troisième élément, ce sont des gens qui ont un mépris de la souffrance de leur peuple. Ils ne sont pas solidaires de leur peuple. Donc, s'il y a une aspiration à l'alternance politique au Cameroun, elle est légitime. Alors qu'une aspiration à l'alternance politique au Mali, elle n'est pas légitime puisque le gouvernement malien pratique une politique de vérité, de justice et de solidarité envers son peuple. Le gouvernement malien ne reçoit d'ordre nulle part. Contrairement à ce qu'on a voulu mettre dans la littérature, là, Poutine ne donne pas des ordres à Assimi Goïta. Il ne donne pas des ordres à Abdourahmane Tiani. Il ne donne pas des ordres à Ibrahim Traoré. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. Souvenez-vous de l'état dans lequel ces pays étaient quand ils étaient sous l'occupation des troupes néocolonialistes françaises, américaines, occidentales. Souvenez-vous, c'est à peine il y a 10 ans. Mais quand vous allez aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger, mais vous n'êtes pas confronté à l'omniprésence de troupes étrangères. C'est-à-dire que même la présence russe, qui est une présence dans le cadre d'une alliance de défense mutuelle, ce n'est pas une présence invasive, intrusive. Je vous dis qu'il fut un temps à Bamako, on ne pouvait même plus plonger dans une piscine. Il fut un temps où vous allez à l'hôtel à Bamako, mais les soldats là, les soldats expatriés là, ils remplissent les piscines à partir de 8 h du matin. Les gens du pays ne peuvent même pas nager quelque part, ils sont dans la piscine tout le temps. Ils sont en train de se pavaner là, on ne peut pas avoir de vie là quoi. Ils disent qu'ils sont venus combattre le terrorisme, on les voit tout le temps seulement en train de nager dans l'eau bleue à Bamako. Si vous allez dans ces pays-là, vraiment, on respire, ça va quoi. On ne tombe pas systématiquement sur un bidas occidental à tous les coins de rue, c'est fini. Donc comment voulez-vous que des présidents qui mènent une telle politique soient comparés à des présidents comme Alassane Dramane Ouattara qui sont en train d'organiser la recolonisation militaire de la Côte d'Ivoire, comme Patrice Talon qui est en train d'organiser la recolonisation militaire du Bénin, Tinubu, la recolonisation militaire du Nigeria. Comment on peut les comparer à Biya là, qui continue de faire du Cameroun le marchepied des troupes françaises et des troupes américaines? Comment on peut les comparer à Obiang Nguema? Comment on peut les comparer à Sassou au regard de leur attitude extrêmement malléable envers la domination militaire étrangère? Comment on peut les comparer même à Tshisekedi? Donc nous avons raison de vouloir l'alternance politique en Côte d'Ivoire.
Nous avons raison de vouloir l'alternance politique au Cameroun, au Gabon, au Congo. On a raison. Au Togo, on a raison. Au Bénin, on a raison. Au Nigeria, on a raison. Parce que ça ne va pas. Ce sont des pays où le mensonge domine. L'injustice domine. L'absence de solidarité domine. Voilà pourquoi nous voulons que la Maat règne partout sur la terre d'Afrique. Donc il ne faut pas confondre les régimes révolutionnaires, progressistes, populaires, panafricanistes, comme ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et les régimes néocolonisés, des régimes de valets, de vassaux, qu'ils soient militaires ou pas. Il ne faut pas confondre, eh bien, les enfants du bon Dieu et les canards sauvages. Donc, lorsque nous disons que les décisions des assises maliennes, burkinabè et nigériennes sont légitimes, nous ne voulons pas par là dire qu'il serait normal qu'un individu confisquât le pouvoir d'État à vie. Non. Nous disons que les décisions qui ont été prises par les assises de ces trois pays sont basées sur la vérité, sur la justice et sur la solidarité. Ce sont les meilleures décisions qu'elles puissent prendre dans la situation historique qui est la leur. Et nous avons donc argumenté en faveur. Ils ont des dirigeants qui mènent un combat sur la base de la vérité, qui ne leur mentent pas. Ils ont des dirigeants qui essayent de partager le plus justement possible, eh bien, ce que le pays gagne. Ils ont des dirigeants qui essayent de sortir de la misère les plus faibles des membres de leur population. Des dirigeants dont le destin est lié à leur peuple. Non pas à des comptes qu'ils ont en Europe, en Suisse, je ne sais pas, dans les paradis fiscaux. Des dirigeants dont tout le destin est lié au peuple africain. Pourquoi voulez-vous qu'on compare le sacerdoce de ces hommes, de ces femmes exceptionnelles qui dirigent aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec le boulot congru des dictateurs de la France-Afrique, qui sont des valets de l'impérialisme, du néocolonialisme, des despotes invétérés, incurables, hein, dont toute la politique est une politique de sadisme, de haine, de cynisme envers leur peuple. Comment voulez-vous comparer ceux qui servent leur peuple alors à ceux qui se servent de leur peuple? Oui! Donc, je reprends la question que j'ai posée quand je commençais cette conférence. La question était la suivante. Peut-on considérer la prolongation des mandats des présidents militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger comme une atteinte à la souveraineté de leur peuple? Réponse non. Au contraire, cette prolongation participe du renforcement de cette souveraineté. Voilà la réponse. Mais j'ajoute quelque chose de très important à mon avis. Une des leçons qu'on doit tirer, c'est que comme l'Afrique est menacée en permanence de prédation et de guerre, le service militaire civique doit être dans toute la mesure du possible étendu à toute la population. Moi, je suis pour l'idée que tous les enfants d'une génération bénéficient d'une formation sécuritaire et militaire. Comme ça, quand il y en a un qui est président par la volonté du peuple, on ne dira pas que ce sont les militaires qui ont confisqué le pouvoir. Il faut que tous les citoyens africains, des générations qui vont naître là, reçoivent une formation militaire. Comme ça, quand il y en a un qui exerce le pouvoir, on ne le regarde plus comme quelqu'un qui a pris le pouvoir pour les militaires. Parce qu'il faudrait que tout citoyen, toute citoyenne ait une formation militaire. Parce qu'en fait, on veut nous amener dans un débat qui consiste à dire que bon, les militaires ne sont pas aptes à exercer le pouvoir politique. C'est faux. Un militaire peut bien exercer le pouvoir politique comme un civil peut bien l'exercer. Il n'y a pas de handicap à l'exercice du pouvoir politique en raison de la condition de militaire. Ce n'est pas vrai. Et il faudra à nouveau étudier la question du rapport entre l'armée et le peuple. Nous devons, nous, Africains, repartir vers le concept de l'armée populaire. Moi, je suis contre l'idée même de séparer l'armée du peuple. C'est une mauvaise idée. Il faut que le peuple tout entier constitue d'abord l'armée populaire. Et qu'à l'intérieur, bien sûr, de cette armée populaire, il y ait des corps spécialisés, je le comprends. Mais si j'avais à concevoir la politique de défense
de mon pays natal, le Cameroun, ce que je proposerais, sauf pour les individus qui refusent, je respecterai la clause de conscience. Je ne veux pas servir sous les armes. Je peux comprendre. Encore que, pour certaines fonctions, celui qui ne veut pas servir sous les armes ne peut pas accéder à ces fonctions. Il faudrait que on pose comme principe que tous les citoyens, toutes les citoyennes reçoivent une formation militaire de base. Sauf s'il y a des obstacles liés à leur santé ou des cas de conscience exceptionnels. Ce qui va faire que, quand plus tard, les fonctions politiques sont attribuées à des individus, l'argument qui consiste à dire « Oh, c'est un militaire », que cet argument ne soit plus valable. Parce que tout le monde, là, en Afrique, comme nous sommes un continent menacé de prédation depuis 600 ans, tout le monde doit avoir une formation militaire. Tout le monde doit avoir une formation militaire. On doit vraiment appliquer le concept d'armée populaire, tel que déjà à l'époque d'ailleurs, les Lumumba, les Moulay, les Pierre, les Ruben Oumniobert, les Ernest Wandier le pensaient. Ce concept tel qu'il est conçu par exemple à Cuba, encore aujourd'hui, et même d'une certaine façon, même en Fédération de Russie, il y a encore cette dimension de l'armée de taille, l'armée populaire qui a la taille de la population en âge de combattre. Parce qu'il faut vraiment qu'on résolve ce problème-là. Nous sommes tous responsables de notre sécurité en Afrique. Il faut que les gens arrêtent de penser que certains sont faits pour risquer leur vie pour eux. Et par conséquent, une formation militaire complète d'une génération. C'est-à-dire qu'avant qu'une fille ou un garçon n'atteigne 25 ans en Afrique, il faut qu'il ait reçu sa formation commune de base. Qui plus est, ceux qui se prédisposent à être des fonctionnaires de l'État. Je salue le Mali qui a initié une politique de formation militaire obligatoire pour tous les fonctionnaires, tous les cadres de l'État malien. Ça n'a pas été facile, hein, la mise en place de cette formation. Parce qu'elle oblige quelqu'un qui a un doctorat à se retrouver en train de courir dans la troupe avec quelqu'un qui n'a même pas eu son diplôme d'études fondamentales. Ils apprennent à fraterniser par-delà les catégories sociales, les catégories professionnelles, les catégories économiques. C'est une vraie école d'unité nationale. La formation commune de base administrée à tous les membres d'une génération. Donc il faut, c'est vraiment ma recommandation finale, il faut donner une formation militaire générale au peuple africain. Afin d'en faire un peuple potentiellement en armes et facile à mobiliser. Si on a dû recourir aux volontaires de la patrie au Burkina, c'est parce qu'au Burkina, on avait renoncé au principe de l'armée populaire qui avait été pensé sous Sankara. Il faut restaurer le principe des armées populaires. Et ainsi, la fonction militaire ne sera plus regardée comme la fonction de l'autre. Nous, en Afrique, devons tous être les militaires de notre sécurité. À partir d'un certain âge, toute jeune fille, tout jeune garçon africain doit avoir reçu une formation militaire. C'est la leçon que le monde nous a apprise. C'est la leçon que ce monde-là nous a imposée, infligée. Nous devons tenir d'une main la truelle pour bâtir l'Afrique et de l'autre l'épée pour la défendre. Tout le monde doit tenir d'une main la truelle et de l'autre l'épée. Celui qui laisse tomber la truelle ne pourra pas transmettre une Afrique meilleure. Celui qui laisse tomber l'épée, eh bien, va s'exposer à ce que ce qu'il a construit soit détruit. Donc, il faut vraiment une politique de défense populaire. Et cette politique de défense populaire va permettre d'aplanir les soupçons de confiscation de pouvoir qui planent en permanence, même dans les pays en révolution populaire, entre la société civile et l'armée. Alors, dans cette analyse, je ne manquerai pas de souligner que toutes ces décisions ont été prises en situation exceptionnelle aussi. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont à la première ligne de la défense de l'Afrique noire. Ce sont des pays qui sont en fait la muraille subsaharienne. Ce sont ces pays-là qui sont vraiment le dernier rempart pour éviter la recolonisation de toute l'Afrique subsaharienne. Par conséquent, ce sont des pays dans lesquels des mesures exceptionnelles méritent d'être prises pour continuer à renforcer la sécurité, la souveraineté, la capacité à améliorer les conditions sociales et économiques des populations. Parce que le succès de la révolution sahélienne est l'une des conditions du salut de l'Afrique. Mes chers amis, telle est la démonstration que je voulais donner.
Telle est la démonstration que je voulais donner. Et je crois que, à l'issue de celle-ci, vous êtes tous, du moins, suffisamment édifiés sur le fait que, la prolongation des mandats des présidents Goïta, Tiani et Traoré à la tête de leurs États est une décision logique. C'est une décision logique, c'est une décision cohérente, c'est une décision souhaitable. Parce que ce sont des présidents véridiques, des présidents justes et des présidents solidaires de leur peuple. Contrairement aux voyous, vassaux, vieux grigous de la France-Afrique, qui, eux, doivent dégager le plancher pour permettre à l'Afrique, eh bien, de s'assumer et de sortir du marasme dans lequel ils ont contribué à l'enfermer. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. J'espère avoir contourné tous les pièges qu'on voulait nous infliger dans cette affaire. Notamment le piège qui consiste à dire « Ah, Niamsi, vous voilà en train de soutenir la présidence à vie au Mali, au Burkina, au Niger, mais au Cameroun, vous avez monté les lions indomptables de la souveraineté, les lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Finalement, d'un côté, vous prêchez ceci, de l'autre cela. Non, il n'y a aucune contradiction. Nous combattons la dictature du Cameroun parce que c'est un régime de menteurs, c'est un régime de voleurs, c'est un régime d'incompétents, c'est un régime d'assassins. Voilà, c'est pour ça qu'on les combat. Et ce n'est pas le cas du régime du président Assimi Goïta au Mali. Ce n'est pas vrai. Et il n'y a pas de régime parfait sur la terre. Je ne suis pas en train de vous dire que le président Assimi Goïta et ses compagnons sont des anges. Non. Mais vous ne pouvez pas les comparer au régime de Paul Biya. Impossible. C'est la nuit chez Paul Biya et le jour chez Goïta. On ne pouvait pas comparer le régime Sassou Nguesso avec le régime Tiani. Non. Même en dormant, il n'y a pas photo. Même en fermant les yeux, il n'y a pas photo entre les deux. Vous ne pouvez pas comparer le régime du président Ibrahim Traoré au régime d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Non, non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut combattre les dictateurs, les vassaux de la France-Afrique et soutenir les panafricanistes, les souverainistes, les révolutionnaires, les progressistes africains. Et il faut le faire avec courage, en sachant qu'on a raison. Parce que leur politique est conforme à nos valeurs civilisationnelles. Elle est conforme à notre Mahat. Moi, je n'utilise même pas le concept de démocratie participative. Est-ce que je vous ai dit que le président Tiani fait la démocratie? Est-ce que je vous ai dit que le président Traoré pratique la démocratie? Est-ce que je vous ai dit que le président Goïta pratique la démocratie? Je n'ai pas parlé de démocratie ici. Hein. S'il y a un régime dont j'ai parlé là, en parlant d'eux, j'ai dit qu'il pratique la révolution progressiste populaire panafricaniste. J'ai dit que le critère pour les juger, c'est la référence politique mahatocratique. C'est la Mahat. Ce sont les valeurs de civilisation africaine. Moi, je n'ai pas dit qu'ils sont en train de faire la démocratie. Je ne veux même pas qu'ils fassent la démocratie. Personnellement, je ne veux même plus qu'ils prononcent ce mot. S'ils pouvaient m'écouter, qu'ils quittent dans ça. Comme on est quitté du mot djihadiste, on n'est plus dedans. On va quitter du mot démocratie, on n'est pas dedans. Le président Ibrahim Traoré a ouvert le bal. Il a nommé son régime. Il a dit que son régime, c'est une révolution progressiste populaire. Il n'a pas dit une démocratie. Moi, je voudrais lui ajouter, président, la révolution progressiste populaire n'a même pas pour objectif la démocratie. Ce n'est pas vrai. C'est une condition de lutte permanente contre l'injustice. Et on l'appelle Mahat. Notre objectif, c'est d'aller vers la Mahatocratie, vers la Kouroukan-Fougancratie, vers l'Ubuntu-cratie. Nous avons des concepts. On ne veut même plus se référer à leurs concepts à eux. Ceux qui sont venus nous mentir pendant 600 ans. On n'en veut plus. Donc moi, vous ne m'entendrez plus jamais vous dire que « Ah, je me bats pour la... » J'ai pu dire, quand je n'avais pas encore mûri ma pensée politique africaine, que je me battais pour la démocratie. Non, je me bats maintenant pour la mahatocratie. Car j'ai compris que ce concept de démocratie était un enfumoir.
ayant pour but de nous persécuter spirituellement, intellectuellement, moralement, et de nous mettre dans une espèce de prison de verre, de course derrière un idéal inatteignable, à savoir le satisfecit de l'Occident. On n'en veut plus. On ne les attend plus. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Washington. En Afrique, on fait comme nous estimons que c'est juste. Comme le disait mon collègue très estimé, le professeur Bouré Makansaye, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, nous ne voulons même plus nous référer, de près ou de loin, même sous forme de contradiction, à leurs principes et à leurs jugements. Nous nous référons à notre propre vigilance, à notre propre lucidité critique. Voilà. Nous préférons discuter de nos principes nous-mêmes, entre nous-mêmes, et non pas nous référer à leur point de vue sur nos principes pour penser nos principes. Leur point de vue existe, c'est bien. Être cultivé, c'est connaître les différents points de vue. Par exemple, sur la question politique. Mais, nous avons une tradition extrêmement féconde. Et elle est épistémologiquement féconde. Nous nous y tenons. Voilà. Donc, les présidents Tchani, Goïta, Traoré doivent même être les premiers présidents à ne plus jamais parler du mot démocratie. Il faut laisser ça à ceux-là même qui n'ont pas fini de l'imposer dans leurs 12 monarchies. Il faut leur laisser ça. Ils n'ont pas fini de l'imposer au Moyen-Orient. Il faut leur laisser leur démocratie. Qu'ils aillent avec ça, où ils veulent. Hein? Comme le disait le regretté Deza XXL, je ne suis pas dedans. C'est comme ça on fait et puis on dit que l'homme a fait mauvais. Nous, on n'est pas dedans. C'est comme ça ils font et puis après ils disent que l'homme a fait mauvais. On ne veut même plus nous référer à leurs valeurs. Parce que si on se réfère à leurs valeurs pour examiner l'ordre politique africain, ils vont en profiter pour dire non, sur tel point, c'est pas bon. On dit non. D'abord, nous parlons de mahatocratie, on n'a pas parlé de démocratie. Si on vous avait dit qu'on voulait être démocrate, là peut-être que vous alliez venir dire, bon, nous, vous savez, la démocratie, c'est quelque chose que nous avons pensé. Et c'est pas comme ça. Ok, d'accord. Maintenant, c'est la mahatocratie. C'est la mahatocratie. Ce sont les grands textes, comme le texte de la Mahat, comme le texte de la charte du Mandé. Ce sont les grandes valeurs comme celle de l'Ubuntu. Des notions, des universaux puissants qui ont été testés et mis en œuvre. On a vu la tradition du gachacha dans le contentieux post-génocide au Rwanda. Il y a beaucoup de ferments et de catégories, de schèmes permettant de penser la politique africaine. C'est le livre sur lequel votre serviteur est au travail. Mahatocratie, l'idéal de la République panafricaine du XXIe siècle. Le livre est là. Chaque jour que Dieu et nos ancêtres, je disais, m'en accordent la force, j'avance d'une de deux pages, et après je vous servirai, mes chers amis, cette galette des rois. N'ayez pas peur. Bientôt, on ne citera même plus le concept de démocratie. Moi, j'ai écrit avec mes compagnons du mouvement des Lions et Lions indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun, j'ai écrit un manifeste expliquant pourquoi nous devons nous débarrasser de la dictature de Paul Biya, afin de mettre en place une république fédérale dans laquelle il pourrait y avoir des consultations électorales exemplaires. Voilà, si vous fouillez tout le manuscrit là et vous trouvez que j'ai évoqué le mot démocratie, vous me renvoyez le manuscrit là, je le réécris à zéro. Je n'ai pas dit le mot démocratie dedans une seule fois. Voilà. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.